La pluie fine et tenace qui s'abattait sur Lyon ce mardi de novembre n'était rien en comparaison du froid qui émanait du regard de Claire Besson. Postée derrière le comptoir en marbre noir de la bijouterie L'Écrin d'Or, elle observait la rue Montbrun d'un œil critique, comme si chaque passant était un potentiel défaut dans le tableau parfait qu'elle s'efforçait de maintenir. La boutique était son sanctuaire, un monde de perfection glacée, où le chaos de l'extérieur n'avait pas sa place. Chaque collier, chaque bague, chaque pierre précieuse reposait dans sa vitrine comme une étoile dans une constellation soigneusement agencée. L'air y était parfumé d'un mélange subtil de cuir neuf et de lilas, une fragrance conçue sur mesure pour murmurer exclusivité à quiconque franchissait le seuil. Claire, elle, était la grande prêtresse de ce temple du luxe. La quarantaine impeccable, vêtue d'un tailleur-pantalon anthracite qui semblait avoir été sculpté sur elle, elle se déplaçait avec une économie de mouvement qui confinait à l'art. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon si strict qu'il paraissait défier les lois de la gravité. Rien en elle ne trahissait la moindre faiblesse, la moindre hésitation. Son autorité était absolue, son jugement instantané. Elle était la gardienne intransigeante d'une image, celle que la marque avait mis des décennies à bâtir. Lorsque les portes automatiques en verre fumées s'ouvrirent dans un souffle silencieux, le scanner social qui lui servait de regard s'activa aussitôt. L'homme qui entra était une anomalie, une tache d'humidité et de modestie sur la moquette immaculée. Il portait un vieux manteau de laine sombre, rendu plus lourd par la pluie qui perlait sur ses épaules. Ses cheveux bruns, coupés courts mais en désordre, étaient plaqués sur son front. Des gouttes d'eau s'échappaient de ses bottes de marche usées, laissant de petites empreintes sombres sur le sol clair, semblables à des accusations silencieuses. Il s'arrêta juste après l'entrée, visiblement intimidé par l'opulence des lieux. Son regard balaya les vitrines étincelantes, non pas avec la convoitise d'un client potentiel, mais avec la gêne de quelqu'un qui sait ne pas être à sa place. Il serra les mains dans les poches de son manteau, comme pour se donner une contenance. Le contraste entre lui et le couple élégant qui examinait des montres en platine à l'autre bout de la boutique était saisissant. Eux appartenaient à ce monde. Lui, manifestement, venait de s'y égarer. Claire sentit une vague d'agacement la parcourir. Ce n'était pas la première fois qu'un curieux ou un égaré cherchait refuge dans sa boutique, confondant la façade prestigieuse avec un abri public. Pour elle, de telles intrusions étaient des atteintes directes à l'intégrité de son espace. La présence de cet homme, avec son allure de travailleur manuel et ses vêtements trempés, risquait de mettre mal à l'aise sa clientèle. Et la clientèle, c'était tout. Elle quitta son poste avec une fluidité étudiée, ses talons claquant discrètement sur le marbre. Elle s'approcha de l'homme, esquissant un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. C'était le sourire qu'elle réservait au problème, une barrière polie mais infranchissable. « Monsieur », sa voix était douce, mais tranchante comme une lame de rasoir. « Puis-je vous aider ?» L'homme sursauta légèrement, comme tiré d'une rêverie. Il leva vers elle des yeux d'un bleu étonnamment clair, empreint d'une sorte de timidité sincère. Il semblait avoir la trentaine, peut-être un peu plus. Les lignes de fatigue autour de ses yeux et la rudesse de ses mains racontaient une histoire de travail et de soucis, une histoire que Claire n'avait ni le temps ni l'envie de lire. « Bonjour, madame », répondit-il d'une voix basse, presque hésitante. « Je cherche quelque chose de simple, pour un cadeau. » Il fit un pas vers une vitrine où scintillaient des pendentifs en or blanc, chacun orné d'un diamant minuscule mais d'un prix exorbitant. Claire se déplaça subtilement pour lui barrer le chemin. Son corps, bien que mince, formait un mur invisible. « Simple ? Monsieur, je crains que notre définition de la simplicité ne soit pas tout à fait la même. » Le ton était courtois, mais le sous-entendu était brutal. Elle le jaugea de la tête aux pieds, son regard s'attardant une fraction de seconde sur les taches de boue séchées au bas de son pantalon. L'homme, dont le nom était Julien Morel, sentit une rougeur lui monter aux joues. Il comprenait parfaitement le message. Il n'était pas le bienvenu, mais il avait fait une promesse à sa sœur, et cette boutique, malgré son atmosphère glaciale, était la seule sur son chemin qui semblait avoir ce qu'il cherchait.
Il sortit une main de sa poche, révélant des doigts calleux de menuisier, et désigna un petit collier avec une délicate feuille en argent. « Celui-là, par exemple, » dit-il, essayant de maintenir une contenance. « Il a l'air discret. C'est pour ma sœur. Elle vient de sortir de l'hôpital. J'aimerais lui offrir quelque chose de joli pour lui remonter le moral. » L'évocation de l'hôpital ne provoqua aucune réaction chez Claire. Elle n'y vit qu'une tentative maladroite de susciter la pitié, une stratégie de bas étage. Sa patience, déjà mince, s'évapora complètement. Le couple élégant avait interrompu sa conversation avec le vendeur pour observer la scène avec un amusement à peine dissimulé. Le silence dans la boutique devint lourd, chargé de jugement. Pour Claire, le spectacle avait assez duré. L'image de l'écrin d'or était en jeu. Elle se redressa de toute sa hauteur, son visage se fermant comme une porte blindée. Le faux sourire s'effaça, remplacé par un masque d'acier. « Monsieur », commença-t-elle, sa voix ayant perdu toute trace de douceur. Elle baissa le ton, pour que seuls lui et les clients les plus proches puissent entendre, transformant l'humiliation en une affaire quasi privée, ce qui la rendait encore plus cruelle. « Cette boutique n'est pas un lieu de charité, et nous n'avons rien ici qui corresponde à votre budget, quel qu'il soit. Vous faites tâche. Vous dérangez mes clients. » Chaque mot était un coup de poignard. Julien recula d'un pas, le souffle coupé. Il n'avait jamais été traité avec un tel mépris. La chaleur de la honte était maintenant une brûlure intense qui lui piquait les yeux. Il voulut protester, expliquer qu'il avait de l'argent, qu'il voulait juste voir le prix, qu'elle n'avait pas le droit. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il vit le ricanement sur le visage de l'autre client, le regard détourné du vendeur, et surtout l'expression de dégoût pur sur le visage de cette femme. Claire fit un signe de tête presque imperceptible en direction de l'agent de sécurité, un colosse en costume posté près de l'entrée. C'était le signal final. « Maintenant, je vous prie de sortir de ma boutique », conclut-elle d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. Immédiatement, Julien Morel baissa la tête. Il n'y avait rien à dire, rien à faire. La bataille était perdue. Avant même d'avoir commencé, il se sentait sali, diminué, réduit à son apparence. Sans un autre regard pour les bijoux qui avaient brièvement porté son espoir, il fit demi-tour. Le souffle silencieux des portes automatiques se referma derrière lui, le rejetant dans le gris et la pluie de la rue. À l'intérieur, Claire Besson ajusta le col de sa veste, une expression de satisfaction glaciale sur le visage. L'ordre était restauré. La tâche avait été effacée. Elle retourna à son comptoir, déjà en train d'oublier le visage de l'homme qu'elle venait de briser. Pour elle, il n'était personne, une simple nuisance passagère dans une journée parfaitement orchestrée. Elle ne pouvait pas savoir que le souvenir de ce visage et de ses yeux bleus blessés reviendrait la hanter bien plus tôt et bien plus violemment qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Dehors, la pluie avait redoublé d'intensité, comme si le ciel de Lyon s'était donné pour mission de laver l'affront que Julien venait de subir. Mais le froid de l'averse n'était rien comparé à la glace qui s'était formée dans sa poitrine. Les mots de la gérante tournaient en boucle dans sa tête, précis et cruels. « Vous faites tâche, vous dérangez mes clients. » Il n'avait jamais vraiment accordé d'importance à son apparence. Ses vêtements étaient fonctionnels, faits pour résister à la poussière de bois, à la sueur et au temps. Son manteau, hérité de son père, était un compagnon fidèle contre les hivers rigoureux, pas un accessoire de mode. Pour la première fois de sa vie, il se sentit défini par ces simples objets, réduits à une enveloppe jugée indigne. Il remonta le col de son manteau et s'éloigna de la rue Montbrune, les mains profondément enfoncées dans ses poches. Les vitrines luxueuses qui bordèrent l'avenue, qu'il avait à peine remarquées en arrivant, lui semblaient maintenant agressives, hostiles. Chaque mannequin au sourire figé, chaque éclat de diamant, chaque affiche publicitaire vantant un monde de perfection inaccessible lui renvoyait l'écho de sa propre inadéquation. Il avait l'impression d'être un fantôme dans une fête à laquelle il n'avait jamais été invité. Pourtant, la colère ne venait pas. À sa place, une tristesse sourde et lourde s'installa. Ce n'était pas pour lui qu'il était triste, mais pour ce que cet incident révélait d'une certaine facette de l'humanité. Comment pouvait-on regarder quelqu'un et ne voir qu'un manteau usé?
Comment un regard pouvait-il balayer une personne, son histoire, ses intentions, pour ne retenir qu'un jugement superficiel et méprisant? Il pensait à sa sœur, Élise. Il voulait tant lui offrir quelque chose de délicat, de lumineux, pour marquer la fin de son long séjour à l'hôpital. Un symbole de renouveau, de fragilité surmontée. Ce petit pendentif en forme de feuille lui avait semblé parfait. Une promesse de printemps, après un hiver interminable. Il rejoignit sa vieille camionnette, une Renault Express blanche cabossée par des années de chargement et de chantier, garée à quelques rues de là, dans un parking moins onéreux. L'intérieur sentait le bois de chêne et la térébenthine. C'était son univers, un parfum rassurant qui contrastait violemment avec l'odeur aseptisée et artificielle de la bijouterie. En s'asseyant sur le siège usé, il laissa échapper un long soupir. Le projet était tombé à l'eau. Il devrait trouver autre chose pour Élise. Alors qu'il démarrait le moteur récalcitrant, son téléphone vibra dans sa poche. Le nom Antoine Dubois s'afficha à l'écran. Antoine était son associé, l'architecte visionnaire avec qui il avait fondé l'Âme du Bois, leur petite entreprise de design et d'ébénisterie d'art, quelques années plus tôt. Julien, alors, tu as survécu à ta journée de paperasse? Lança la voix enjouée d'Antoine à l'autre bout du fil. Plus ou moins, répondit Julien, une pointe d'amertume encore présente dans sa voix. Disons que j'ai eu un rappel brutal de la réalité. Oh! Un problème avec le fournisseur de chêne de Bourgogne, je savais qu'il fallait se méfier de ses tarifs. Non, non, rien à voir avec le travail. Une histoire personnelle. Oublie ça. Il ne voulait pas raconter son humiliation. C'était trop frais, trop personnel. As-tu appelé pour le projet Vérone? Exactement. J'ai les directeurs au téléphone il y a 1 heure. Ils sont plus qu'emballés par nos prototypes pour l'aménagement de leur nouvelle chaîne de boutiques. Ils ont adoré l'idée des présentoirs en bois flotté et résine. Ils ont validé le budget, et quand je dis validé, Julien, ils l'ont augmenté de 20%. Ils veulent qu'on supervise tout le déploiement national. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Julien ferma les yeux un instant. Le projet Véron était le contrat de leur vie. Il s'agissait de réinventer l'identité visuelle d'une grande marque de luxe, une marque de bijouterie. L'ironie de la situation était si violente qu'elle lui aurait presque arraché un rire s'il n'avait pas eu le cœur si lourd. Il y a quelques mois, ils avaient investi une part significative des bénéfices de leur société en pleine croissance pour acquérir une participation minoritaire dans le groupe Véron. Un pari audacieux suggéré par Antoine pour garantir leur position de partenaire privilégié. Et ce pari avait payé. Sur le papier, Julien était désormais copropriétaire d'une parcelle de cet univers qui venait de le rejeter avec tant de dédain. « C'est une excellente nouvelle, Antoine, » dit-il, essayant de faire sonner sa voix plus enthousiaste qu'il ne se sentait. « Vraiment, ton talent les a encore éblouis. Notre talent, mon ami. Sans tes mains et ton œil pour le détail, mes croquis resteraient du papier. Au fait, la direction régionale de Lyon souhaite rencontrer le mystérieux cerveau du bois derrière le projet. Ils organisent une visite de leur flagship store de la rue Montbrun après-demain pour qu'on s'imprègne de l'ambiance. Le grand patron sera là avec le nouvel investisseur majoritaire. Ça te va? Rue Montbrun. Le nom résonna comme un gong funèbre. Julien sentit son estomac se nouer, revenir là-bas, dans ce lieu de son humiliation, mais cette fois par la grande porte. L'idée était à la fois terrifiante et étrangement séduisante. « Oui, » répondit-il après une courte hésitation. « Ça me va. Je serai là. » Après avoir raccroché, il resta immobile quelques minutes, le bruit du moteur et de la pluie battante pour seule compagnie. Il n'allait pas trouver de cadeau pour Élise ce soir, pas dans une boutique. Il laissa le souvenir de l'incident s'éloigner et se concentra sur ce qu'il savait faire de mieux, créer. Une idée commença à germer dans son esprit. Il prit la direction de son atelier, situé dans le quartier plus populaire de la Croix-Rousse. Le soir tombait quand il y arriva enfin. L'atelier était son royaume, une grande pièce sous verrière, remplie de machines, de planches de bois de toutes essences, de serre-joints et d'outils qui portèrent la patine du temps. Une odeur riche de sciure, d'huile de lin et de café froid flottait dans l'air.
C'était un désordre organisé, un chaos productif où chaque objet avait sa place et sa raison d'être. C'était là qu'il se sentait lui-même. C'était là que sa valeur ne dépendait pas de son manteau, mais du travail de ses mains. Il alluma une vieille lampe d'architecte qui diffusa une lumière chaude sur son établi. Parmi les chutes de bois précieux, il sélectionna un petit bloc de poirier, un bois doux, à la couleur chaude et au grain fin. Avec une précision infinie, il commença à tracer une forme délicate. Une feuille, identique à celle qu'il avait vue dans la vitrine. Mais celle-ci ne serait pas en argent froid et impersonnelle. Elle serait vivante, sculptée dans un matériau qui avait eu une histoire. Il allait la polir jusqu'à ce qu'elle soit douce comme de la soie, la monter sur une simple chaîne en cuir. Ce serait un cadeau fait avec son temps, son talent et son cœur. Un cadeau bien plus précieux que tout ce que l'argent pouvait acheter. Et en travaillant le bois, le sentiment d'humiliation commença enfin à se dissiper, remplacé par la fierté tranquille de l'artisan. Le lendemain de l'incident, le souvenir de l'homme au manteau trempé n'était pour Claire Besson qu'une image fugace, déjà estompée, reléguée aux archives sans importance de sa mémoire. Sa vie était une mécanique de précision, où les imprévus étaient traités, classés puis oubliés. Dès son réveil à 6 heures précises, dans son appartement minimaliste du 6e arrondissement, où chaque objet semblait avoir été positionné par un géomètre, sa journée était une succession de rituels immuables. Le café noir sans sucre en lisant les indices boursiers, le choix méticuleux de sa tenue, une armure pour la journée à venir, le trajet silencieux dans sa voiture allemande, où elle écoutait des podcasts sur le management de crise. Rien n'était laissé au hasard. Lorsqu'elle arriva à la boutique 1 heure avant l'ouverture, son équipe était déjà sur le pied de guerre. Il connaissait son niveau d'exigence, cette quête perpétuelle d'une perfection clinique. Elle salua d'un signe de tête sec, ses yeux balayant déjà les lieux à la recherche de la moindre imperfection. Une poussière sur une vitrine, une lumière légèrement vacillante, un coussin de velours mal positionné. « Manon !» lança-t-elle à une jeune vendeuse qui finissait d'aligner des bracelets. Le polissage du présentoir numéro 4 laisse à désirer. Je ne veux pas de traces, je veux un miroir, qu'on puisse y voir son âme, pas les traces de doigts de la veille. La jeune femme blêmit et se hâta d'obéir, un chiffon doux à la main. Claire ne cherchait pas à être aimée, elle cherchait à être efficace. L'écrin d'or n'était pas seulement une bijouterie, c'était la filiale la plus rentable de la région, et ce succès portait sa signature. C'était le fruit de sa discipline de fer, de sa capacité à anticiper les désirs d'une clientèle qui ne pardonnait aucun faux pas. Elle avait gravi chaque échelon avec une détermination acharnée, venant d'une famille modeste où le luxe était un concept lointain et presque indécent. Cette boutique était sa revanche, la preuve tangible de sa réussite, et elle la défendrait bec et ongle contre tout ce qui pourrait la ternir, que ce soit une employée négligente ou un visiteur à l'allure déplacée. Vers 10 heures, alors que les premiers clients fortunés déambulaient dans les allées silencieuses, le téléphone de son bureau sonna. C'était la ligne directe, celle réservée à la direction régionale. Elle décrocha avec cette courtoisie mesurée qui la caractérisait. « Besson, j'écoute. »« Claire, c'est Robert Durand. Je vous dérange ?» La voix du directeur régional était empreinte d'une nervosité inhabituelle. « Jamais, monsieur Durand. Que puis-je faire pour vous ?» Une information de dernière minute et de la plus haute importance. Nous organisons une visite pour après-demain, jeudi, à 15 heures. Le grand patron, monsieur de Véron lui-même, sera présent. Il accompagne notre nouvel investisseur. Claire sentit son pouls s'accélérer d'un battement. Une visite du grand patron était déjà un événement en soi. Mais avec un nouvel investisseur, cela devenait un examen capital. « Très bien », répondit-elle, sa voix restant parfaitement calme. « La boutique sera prête. S'agit-il d'une visite de routine ou y a-t-il un objectif particulier ?» Les deux. L'investisseur en question est le partenaire principal de la société L'Âme du Bois, ceux qui vont repenser tout le design de nos points de vente. Il s'agit de son premier contact physique avec notre univers. Il est, disons, un peu particulier, un artiste, un créatif.
Pas le financier habituel en costume 3 pièces. Monsieur de Véron tient absolument à ce que l'expérience soit irréprochable. Il veut lui montrer le meilleur de ce que nous sommes. Et votre boutique, Claire, c'est le meilleur. Entendu, dit-elle. Une lueur de fierté traversa son regard. Vous pouvez compter sur moi. L'accueil sera digne de nos invités. Après avoir raccroché, elle resta un instant immobile. Un créatif, un artiste, ce détail la contrariait. Elle préférait les financiers. Ils parlaient le même langage, celui des chiffres, de la rentabilité, du retour sur investissement. Les créatifs, dans son esprit, étaient imprévisibles, sensibles, guidés par des émotions qu'elle considérait comme des faiblesses professionnelles. Il faudrait donc redoubler de perfection, ne laisser aucune place à l'interprétation. L'expérience client devrait être si fluide, si évidente, qu'elle en deviendrait une démonstration de force. Les 48 heures suivantes furent intenses. Claire passa la boutique au peigne fin, elle changea la disposition de certaines pièces maîtresses pour créer un parcours visuel plus impactant. Elle organisa des mini-formations pour son personnel, leur faisant répéter l'histoire de chaque pierre, la provenance de chaque métal, et surtout les éléments de langage pour s'adresser à un profil créatif. Pas de jargon technique, leur martela-t-elle. Parlez d'inspiration, d'émotion, du geste de l'artisan. Vendez une histoire, pas un objet. Compris? La veille de la visite, alors qu'elle ajustait elle-même l'éclairage napravleni sur un saphir exceptionnel, elle surprit son propre reflet dans la vitrine. Pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas la manager impeccable, mais la jeune femme qu'elle avait été, celle qui regardait ce genre de boutique depuis le trottoir d'en face, le nez collé à la vitre, se sentant à des années-lumière de ce monde. Une vague de vertige la saisit. Cette position, elle l'avait gagnée, elle la méritait. Et personne, ni un investisseur fantasque, ni un visiteur indésirable, n'allait la lui enlever. Cette visite n'était pas une simple formalité. C'était la consécration de sa carrière, l'occasion de prouver à Monsieur de Véron, et peut-être à elle-même, qu'elle était bien plus qu'une simple gérante de boutique. Elle était la gardienne infaillible de son royaume de verre et d'or. Le jeudi matin, une atmosphère de fébrilité contenue régnait dans l'écrin d'or. Tout était immaculé. Les fleurs fraîches, des lys blancs, avaient été livrées à l'aube. L'air sentait le succès. Claire, dans un nouveau tailleur noir d'une coupe chirurgicale, fit une dernière inspection. Rien ne clochait. Elle était prête. À 14h55, elle se posta près de l'entrée, le dos droit, le menton haut, prête à accueillir les hommes qui tenaient son avenir entre leurs mains. Une berline noire aux vitres teintées se gara lentement devant la boutique. Le chauffeur en sortit pour ouvrir la portière. Tout était exactement comme elle l'avait imaginé. Parfait, sous contrôle. La nuit avait été courte pour Julien, mais étrangement paisible. Après avoir quitté son atelier, les mains endolories mais l'esprit apaisé, il avait dormi d'un sommeil profond, un sommeil sans rêve. Le petit pendentif en bois de poirier reposait sur sa table de chevet, achevé. Lissé, poli et ciré à la cire d'abeille, il possédait une chaleur et une douceur au toucher que nul métal ne pouvait imiter. En lui résidait la patience des heures passées à le façonner, une tendresse invisible qui, Julien l'espérait, parlerait à sa sœur Élise. Ce petit bout de bois était la meilleure réponse qu'il pouvait opposer au mépris glacé de la veille. Ce matin-là, il n'avait pas revêtu ses habits de travail. Il avait enfilé un pantalon en toile sombre, des chaussures de ville propre et une chemise bleu clair qu'il gardait pour les occasions spéciales. Par-dessus, un blazer bien coupé qu'Antoine l'avait forcé à acheter quelques mois auparavant en lui disant « On ne sait jamais le jour où tu devras convaincre un client sans tes gouges à la main. » Julien se sentit déguisé, comme s'il portait le costume d'un autre. Mais en se regardant dans le miroir, il dut admettre que l'ensemble était sobre, élégant. Il était méconnaissable de l'homme qui avait été chassé de l'écrin d'or. Il ne restait que ses mains, légèrement calleuses, pour trahir le menuisier sous le costume de l'entrepreneur. Il rejoignit Antoine devant les bureaux de la direction régionale. Son associé était comme à son habitude, plein d'une énergie communicative, vêtu d'une veste en tweed et d'un foulard de créateur.
Te voilà, prêt à entrer dans la fosse aux lions ?» lança Antoine en lui donnant une tape amicale dans le dos. « Tu as l'air presque civilisé. »« N'en demande pas trop, » sourit Julien. « J'ai l'impression que ma chemise va craquer si je respire trop fort. » Ils furent introduits dans le bureau de Robert Durand. Le directeur régional les accueillit chaleureusement. Durand était un homme affable, un professionnel aguerri qui savait que l'avenir de la marque passait par une rénovation en profondeur, et il voyait en L'Âme du Bois la clé de cette transformation. À leur côté se trouvait Monsieur de Véron, un patriarche à la chevelure blanche et au regard vif, l'incarnation même du luxe discret et de l'élégance à la française. Les présentations furent rapides. Julien, bien qu'intimidé, parla avec une passion sincère de son amour pour le bois, de sa vision d'espace, où le luxe ne serait pas écrasant mais accueillant, où la nature et l'artisanat apporteraient une âme aux matériaux précieux. Monsieur de Véron l'écoutait avec une attention soutenue, hochant la tête de temps à autre, visiblement charmé par cette approche si différente de celle auquel il était habitué. « Votre philosophie est rafraîchissante, monsieur Morel, » déclara enfin le vieil homme. « Dans un monde d'uniformité, vous proposez de la singularité. J'aime cela. Mais les mots sont une chose. Je veux que vous voyiez par vous-même le cœur de notre métier. Allons rue Montbrun. Notre boutique flagship est le meilleur exemple de ce que nous avons et de ce que vous devrez sublimer. » Le court trajet en voiture fut pour Julien un moment étrange, comme une traversée vers une autre dimension. La berline glissait sur le bitume mouillé, et à travers la vitre teintée, les rues de Lyon lui paraissaient différentes, distantes. Il allait retourner sur les lieux de son humiliation, mais dans des circonstances si radicalement opposées qu'elles en devenaient presque absurdes. Une partie de lui appréhendait la confrontation. L'autre, la plus enfouie, était curieuse de voir le visage de cette femme, la gérante, lorsqu'elle découvrirait son identité. Il ne désirait aucune vengeance. Ce sentiment lui était étranger. Il voulait simplement comprendre comment on pouvait en arriver à juger quelqu'un si rapidement et si faussement. Quand la voiture se gara devant l'écrin d'or, son cœur se serra. La façade était la même, arrogante et parfaite. Derrière la porte en verre, il aperçut une silhouette féminine, droite comme un i, qui attendait. La gérante, Claire Besson. Le chauffeur ouvrit la portière. Monsieur de Véron descendit le premier, suivi de Robert Durand et Antoine. Julien prit une profonde inspiration et sortit à son tour, rajustant son blazer. Il se sentait exposé, comme nu sous le regard de la boutique entière. Il évita de regarder directement la porte, fixant un point invisible sur le trottoir d'en face, le temps de reprendre contenance. Monsieur Durand fit les présentations sur le seuil. « Madame Besson, je vous présente notre président, Monsieur de Véron, ainsi que Monsieur Antoine Dubois et Monsieur Julien Morel de L'Âme du Bois. Messieurs, voici Claire Besson, la directrice de notre plus belle enseigne. » Là, Claire Besson gratifia chacun d'eux d'un sourire parfaitement maîtrisé et d'une poignée de main ferme et brève. Quand son tour vint, Julien leva les yeux et croisa son regard. Durant une fraction de seconde, il ne vit aucune reconnaissance. Pour elle, il n'était qu'un partenaire commercial de plus, un homme bien habillé dont le visage ne lui disait absolument rien. Elle était polie, professionnelle, distante. Le changement était si complet qu'il en était déstabilisant. Elle qui, 2 jours plus tôt, l'avait transpercé de son mépris, le regardait maintenant avec une courtoisie glaciale. « Soyez les bienvenus à l'Écrin d'Or, » dit-elle d'une voix posée. « C'est un honneur de vous recevoir. Je vous en prie, suivez-moi. » Elle leur fit faire le tour de la boutique. Son discours était impeccable. Elle parlait avec expertise de la taille des pierres, du savoir-faire des joailliers, de la stratégie marketing derrière chaque collection. Julien l'écoutait à peine. Il observait. Il observait la façon dont ses mains ne touchaient jamais directement le verre des vitrines, comment son regard balayait constamment l'espace pour s'assurer que tout était en ordre, comment elle interagissait avec ses employés d'une autorité silencieuse. Il voyait une femme sous pression, une perfectionniste, qui avait bâti une forteresse autour d'elle. Au détour d'une vitrine, son regard tomba sur le petit pendentif en forme de feuille, celui qu'il était venu chercher.
Il était toujours là, minuscule et délicat, scintillant sous un projecteur, un objet froid, fabriqué en série. Il toucha discrètement la poche de son blazer où reposait le pendentif qu'il avait sculpté. Le contact du bois chaud et lisse le rassura. Monsieur de Véron semblait ravi de la présentation. « Excellent travail, Madame Besson. C'est exactement ce que j'attendais de vous. Maintenant, je souhaiterais laisser messieurs Dubois et Morel s'imprégner des lieux. Prenez votre temps, messieurs. Examinez, touchez, ressentez. Je veux votre vision brute sans filtre. » Alors qu'Antoine commençait à discuter technique avec Claire Besson à propos de la structure des murs, Julien s'approcha seul de la vitrine au pendentif. Il resta là, immobile, à le contempler. Il repensait à l'expression qu'il aurait aimé voir sur le visage d'Élise si elle l'avait reçue. Claire, après avoir répondu à Antoine, remarqua le silence de Julien et s'approcha de lui avec son professionnalisme habituel. « Ce pendentif vous intéresse, monsieur Morel? C'est notre collection Éclosion, une allégorie du renouveau printanier en platine et diamant solitaire, une de nos meilleures ventes. » Julien ne se retourna pas immédiatement vers elle. Il garda les yeux fixés sur la feuille de platine. Sa voix, quand il parla, fut basse et calme. « Le renouveau, oui, c'est une belle idée. » Il marqua une pause, puis se tourna lentement pour lui faire face. Il la regarda droit dans les yeux, ces mêmes yeux qui l'avaient humilié. « Mardi, j'ai tenté d'en savoir plus sur ce collier. Je crois qu'il aurait beaucoup plu à ma sœur. Elle vient de sortir de l'hôpital. » Il avait prononcé ces mots sans aucune animosité. C'était un simple constat. Mais pour Claire Besson, ce fut comme si le sol en marbre venait de se dérober sous ses pieds. Le silence qui suivit la phrase de Julien fut microscopique, presque imperceptible pour quiconque d'autre dans la boutique. Mais pour Claire Besson, il s'étira en une éternité assourdissante. Les mots résonnèrent dans son esprit, d'abord comme un écho lointain, puis avec la force d'une déflagration. Mardi, ma sœur, l'hôpital. Les fragments s'assemblèrent dans un puzzle terrifiant. Son cerveau, habituellement si rapide et analytique, luttait pour connecter l'homme élégant et respecté qui se tenait devant elle à la silhouette misérable et trempée qu'elle avait expulsée sans ménagement. Son regard scruta le visage de Julien, cherchant un indice, une confirmation. Elle retrouva soudain les yeux, ce bleu clair et direct qu'elle avait fugitivement croisé avant de le congédier. Les cheveux étaient coiffés, le visage rasé de près. Le blazer impeccable masquait les épaules robustes du travailleur, mais c'était bien lui. Le sang quitta le visage de Claire. Une pâleur mortelle s'installa sous son maquillage parfait. Pour la première fois de sa carrière, elle perdit totalement sa contenance. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Son expression, habituellement un masque de contrôle absolu, se fissura, laissant apparaître une incrédulité paniquée. Antoine, monsieur de Véron et le directeur régional étaient absorbés par l'examen d'une montre de collection, à l'autre bout de l'espace, le dos tourné à la scène qui se jouait. Pour l'instant, le drame était privé, confiné à la bulle de quelques mètres carrés qui entouraient Julien et Claire. Julien maintint son regard, non pas avec accusation, mais avec une sorte de gravité paisible. Il ne cherchait pas à la clouer au pilori. Il lui tendait simplement un miroir. « Vous ne m'avez pas reconnu, n'est-ce pas ?» continua-t-il sur le même ton calme, presque doux. Ce calme était plus dévastateur que n'importe quel cri. Le choc initial laissa place à une vague de panique glacée. Toutes les implications de sa méprise la frappèrent simultanément. Cet homme n'était pas un simple client, ni même un investisseur ordinaire. Il était le partenaire créatif choisi par le siège, celui dont la vision allait remodeler l'Empire Véron. Et elle, Claire Besson, l'avait traité comme un paria. Elle l'avait humilié publiquement. Le souvenir de ses propres paroles lui revint, brûlant comme de l'acide. « Vous faites tâche !» Le vertige fut si intense qu'elle posa instinctivement une main sur le bord de la vitrine pour se stabiliser, laissant une légère empreinte sur le verre qu'elle avait tant insisté pour qu'il soit immaculé. Ironie suprême. « Monsieur » bégaya-t-elle, la voix méconnaissable. Le nom Morel, qu'elle avait entendu lors des présentations, n'avait rien enclenché. Il y avait des milliers de Morel en France. Comment aurait-elle pu faire le lien?
C'était impensable. Une coïncidence si cruelle qu'elle semblait sortie d'un roman à sensation. « Ce n'est pas grave, » dit Julien, percevant son désarroi. Et le pire, c'est qu'il le pensait. La colère qu'il aurait pu ressentir s'était dissoute dans le travail du bois. Ne restait que la déception et une sorte de pitié pour cette femme prise au piège de ses propres préjugés. C'est juste que les vêtements changent un homme, apparemment, ou du moins la façon dont on le regarde. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, des larmes de honte, de peur. Elle imaginait son licenciement, la fin de sa carrière construite avec tant de sacrifices. Elle voyait déjà le regard méprisant de ses supérieurs, un juste retour de celui qu'elle avait offert à cet homme. Toute sa forteresse, si patiemment érigée, s'effondrait. Elle avait commis l'erreur ultime, jugé le livre à sa couverture, dans un métier où la perception est reine. « Monsieur Morel, je ne sais pas quoi dire », réussit-elle à articuler, la gorge serrée. « Je suis impardonnable, mon comportement a été inexcusable. » Son masque de manager impitoyable était tombé. En dessous, il y avait une femme terrifiée. Une femme qui, soudain, semblait beaucoup moins grande et assurée. La voir, si vulnérable, si désemparée, ne procura à Julien aucune satisfaction. Au contraire, cela le mettait mal à l'aise. « Tout ce que je voulais, c'était un cadeau », dit-il simplement, comme pour clore le sujet. C'est à ce moment-là que M. de Véron, ayant terminé son inspection, se retourna vers eux. Son œil expert capta immédiatement la tension palpable entre la directrice et son nouvel associé. Il vit la pâleur de Claire, sa main crispée sur la vitrine, le regard intense mais dénué de colère de Julien. « Un problème, Madame Besson ?» demanda-t-il, sa voix douce, mais portant une autorité incontestable. « Vous semblez contrarié. » Le cœur de Claire manqua un battement. Le moment de vérité était arrivé. Elle pouvait essayer de mentir, de minimiser, mais elle savait que ce serait peine perdue. Le regard de Julien, bien que calme, était porteur d'une vérité qu'elle ne pouvait nier. Elle devait affronter les conséquences. Prenant une profonde inspiration pour tenter de stabiliser sa voix, elle se tourna vers son président. Elle se sentait observée par toute son équipe qui, sentant un drame se nouer, commençait à jeter des regards inquiets dans leur direction. « Non, monsieur le président, » commença-t-elle, choisissant ses mots avec un soin infini. « Pas un problème. Une réalisation. Je viens de commettre une très grave erreur de jugement. » Antoine et Robert Durand se rapprochèrent, intrigués par le ton solennel de Claire. L'atmosphère dans la boutique avait changé. Le silence n'était plus celui du luxe feutré, mais celui, lourd, qui précède un orage. Monsieur de Véron haussa un sourcil. « Une erreur ? Laquelle ?» Claire déglutit difficilement. Elle regarda Julien une dernière fois, comme pour lui demander une permission silencieuse. Puis, elle se lança, sa voix tremblante mais déterminée. Elle allait assumer. C'était la seule chose qui lui restait. « Mardi dernier, Monsieur Morel est entré dans cette boutique, seul, et moi... » Elle s'interrompit, la honte la submergeant. « Je l'ai mis à la porte. Je l'ai jugé sur son apparence et je lui ai demandé de partir. Je l'ai humilié. » La confession tomba dans un silence de mort. Le visage de Robert Durand se décomposa. Antoine regarda Julien, stupéfait, comprenant enfin l'allusion de la veille à sa journée difficile. Monsieur de Véron, lui, resta impassible. Son visage ne trahissait aucune émotion. Il se contenta de fixer Claire de ses yeux vifs et pénétrants, attendant la suite. Il ne jugeait pas encore, il écoutait, et son silence était plus intimidant que n'importe quelle réprimande. Pour Claire Besson, cet instant de jugement silencieux était le pire moment de sa vie. La confession de Claire, nue et brutale, resta suspendue dans l'air climatisé de la boutique. Le temps sembla se figer. Le bourdonnement discret d'un spot halogène devint soudain un vacarme assourdissant dans le silence de cathédrale qui s'était abattu sur l'assemblée. Personne ne bougeait. Les vendeuses, pétrifiées derrière leur comptoir, n'osaient plus respirer. Chaque regard était tourné vers le petit groupe au centre du magasin, où le sort de leur directrice était en train de se jouer. L'onde de choc se propagea en cercle concentrique.
Robert Durand, le directeur régional, sembla se ratatiner sur lui-même, son visage passant du rose de la suffisance au gris de la panique. C'était sa région, sa boutique phare, sa manager modèle. L'humiliation de Claire rejaillissait directement sur lui. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, sans doute pour tenter de minimiser la catastrophe, mais aucun son n'en sortit. Antoine Dubois, quant à lui, eut la réaction inverse. Un frisson de colère parcourut son corps. Il posa une main sur l'épaule de Julien, un geste à la fois protecteur et combatif. Il comprenait maintenant l'étrange mélancolie de son ami la veille au téléphone. Il fusilla Claire du regard, un regard où se lisaient le dégoût et l'incompréhension. Comment pouvait-on traiter un être humain, et qui plus est son ami, de cette manière? Julien, au centre de la tempête, restait calme. Il ne ressentait aucune jubilation, aucun triomphe. Il ne voyait qu'une femme au bord du gouffre, démasquée et terrifiée. Il n'avait pas souhaité cette confrontation publique, mais maintenant qu'elle avait lieu, il sentait le poids de sa propre réaction. Mais c'était la réaction de M. de Véron que tous attendaient. Le patriarche n'avait pas scié. Son visage, parcheminé par les années et les décisions difficiles, était resté une page blanche. Il retira lentement ses mains de ses poches et les joignit dans son dos. Il fit quelques pas, contournant Claire, comme s'il examinait une statue défectueuse. Il s'arrêta finalement devant Julien. « Monsieur Morel », dit-il d'une voix qui n'avait pas haussé d'un décibel, mais qui tranchait l'air comme une lame. « Est-ce que le récit que vient de faire Madame Besson est exact ?» Toute la pression se déplaça sur Julien. Il aurait pu en rajouter, décrire le ton méprisant, le ricanement des autres clients, la morsure du froid en sortant. Il choisit la sobriété. « Dans les faits, oui, monsieur, » répondit-il simplement. « C'est exact. » Monsieur de Véron hocha lentement la tête. Il ne quitta pas Julien du regard. « Et comment vous êtes-vous senti, monsieur Morel ?» La question était inattendue, presque intime. Elle déplaçait le débat du terrain professionnel au terrain humain. Julien hésita une seconde. « Humilié, » admit-il à voix basse, « et triste. Triste de voir qu'un vieux manteau peut parfois rendre un homme invisible. » Ce fut tout. Pas de plainte, pas de demande de réparation, juste un constat, lourd de sens. Monsieur de Véron se tourna enfin vers Claire, qui n'avait pas bougé, les yeux fixés sur le sol en marbre, comme s'il allait s'ouvrir pour l'engloutir. « Madame Besson » commença-t-il, et cette fois il y avait un fil d'acier dans sa voix douce. « Vous dirigez cette boutique depuis 7 ans. Vos résultats sont excellents. Vous avez fait de ce lieu un temple du luxe et de l'exclusivité. J'ai toujours admiré votre rigueur. » Il marqua une pause, laissant Claire espérer, une fraction de seconde, une forme de clémence. « Mais vous venez de commettre la faute la plus grave qui soit dans notre métier, et elle n'est pas celle que vous croyez. Votre faute n'est pas d'avoir mal jugé un investisseur. Cela, c'est une malheureuse, quoique calamiteuse coïncidence. Non, votre faute impardonnable est d'avoir mal jugé un client. » Il fit un pas vers elle, la forçant à relever la tête. Son regard était aussi froid et dur que les diamants dans les vitrines. « Vous semblez avoir oublié la raison d'être de notre maison. Nous ne vendons pas des bijoux, Madame Besson. Nous vendons des rêves, de la confiance, des moments de vie. La femme qui économise pendant des mois pour s'offrir un petit pendentif est aussi importante que le milliardaire qui achète une parure. La porte de cette boutique doit s'ouvrir pour tous, et le regard que nous portons sur eux doit être le même. Le respect n'a pas de prix. Vous avez mis une étiquette sur les gens, et aujourd'hui le prix de votre erreur est incalculable. Vous n'avez pas seulement sali l'image de cette boutique, vous avez trahi l'âme de la maison Véron. » Chaque mot était un coup porté avec une précision chirurgicale. Claire sentit les larmes qu'elle retenait couler sur ses joues. Ce n'étaient plus des larmes de peur, mais des larmes de pure honte. Il avait raison. Dans sa quête obsessionnelle de perfection et de statut, elle avait oublié l'essentiel, l'humain. « Je comprends, monsieur », murmura-t-elle, la voix brisée. Elle s'attendait à ce qu'il la renvoie sur le champ. Elle l'aurait mérité. Mais monsieur de Véron n'était pas un homme prévisible. « Nous discuterons des sanctions appropriées à votre rencontre en temps et en lieu », déclara-t-il froidement. « En privé.
Puis, se tournant vers le reste du groupe comme si rien ne s'était passé, il annonça: « Pour l'heure, la visite continue. Monsieur Morel, Monsieur Dubois, vous vouliez examiner la structure des éclairages, je crois? Montrez-moi ce que votre vision peut apporter à cet espace. » Ce fut peut-être la chose la plus cruelle qu'il put faire. Il ne lui accorda pas la libération d'un renvoi immédiat. Il la laissa suspendue dans le vide, la forçant à rester, à assister à la suite de la visite comme un fantôme dans son propre royaume. Elle devait continuer à jouer son rôle de directrice, alors même que son autorité et sa crédibilité venaient de voler en éclats devant son équipe et ses supérieurs. Julien, Antoine et les directeurs s'éloignèrent, laissant Claire seule au milieu du magasin. Elle se sentit soudain observée par 1000 yeux, ceux compatissants ou médisants de ses employés, ceux curieux de M. de Véron, et surtout ceux intérieurs de sa propre conscience. La visite allait se poursuivre, mais pour elle, tout était déjà terminé. La chute serait simplement plus lente. Le reste de la visite se déroula dans une atmosphère surréaliste. Pour Claire, le temps s'était disloqué. Elle suivait le groupe à quelques pas, fantomatique, incapable de participer activement à la conversation. Chaque mot échangé sur les matériaux, la lumière, la circulation des clients lui parvenait comme à travers une épaisse couche de coton. Elle n'était plus la directrice maîtresse de son univers, mais une simple spectatrice de son propre procès. Le regard de ses employés pesait sur elle. Elle y lisait un mélange de pitié, de surprise, et chez certains dont elle avait durement critiqué le travail, une pointe de satisfaction malsaine. Le silence de M. de Véron à son égard était plus accablant que n'importe quel cri. Antoine, bien que toujours furieux, avait retrouvé son professionnalisme. Il détaillait avec passion ses idées pour transformer l'espace, pointant les murs porteurs, esquissant des gestes dans l'air pour décrire des vitrines suspendues en verre et en bois de frêne. Julien, quant à lui, s'était recentré sur sa mission. Il parcourait la boutique avec le regard de l'artisan, ses doigts effleurant les surfaces lisses et froides du marbre et du métal. « Il y a trop d'angles droits ici, » dit-il soudain, sa voix ramenant Claire à la réalité. Tous les regards se tournèrent vers lui. C'est intimidant. Le luxe n'a pas besoin d'être agressif. On pourrait introduire des courbes, des matières plus chaudes. Le bois apporte une douceur, un vécu. Imaginez des présentoirs non pas comme des forteresses, mais comme des mains ouvertes qui offrent le bijou au regard. Monsieur de Véron l'écoutait avec un intérêt non fin. « Continuez, monsieur Morel. Les bijoux sont des objets d'émotion, » expliqua Julien. Ils sont liés à des souvenirs, à des promesses. L'environnement doit refléter cela. Ici, on a l'impression d'être dans un coffre-fort. Je pense que les clients se sentiraient plus en confiance dans un écrin. La différence est subtile, mais fondamentale. Un coffre-fort protège une valeur marchande. Un écrin protège un trésor sentimental. Claire écoutait ces mots, et ils résonnaient douloureusement en elle. Un écrin. C'était dans le nom même de sa boutique, l'écrin d'or. Et pourtant, dans sa quête d'une image inattaquable, elle en avait fait une citadelle. Elle avait protégé la valeur, mais en avait chassé l'émotion. La justesse de la vision de Julien était une nouvelle gifle, plus subtile, mais tout aussi forte que la révélation de son identité. Alors que Julien parlait, Claire s'aperçut d'une chose étrange. Pour la première fois, elle ne voyait plus un adversaire ou l'instrument de sa chute. Elle écoutait un homme parler de son métier avec une intelligence et une sensibilité qui la touchaient malgré sa situation désespérée. Elle commença à entrevoir l'artisan derrière l'investisseur, l'artiste sous les habits d'emprunt. Il ne parlait pas de chiffres ou de stratégie, mais de sensations, de poésie. Et pour la première fois, l'idée de mélanger le bois brut à ses diamants parfaits ne lui parut pas comme un sacrilège, mais comme une évidence. La visite s'acheva près de l'entrée. Monsieur de Véron se tourna vers l'équipe. « Messieurs, votre vision est claire et inspirante. J'attends vos premières maquettes avec impatience. » Il tendit une main à Antoine, puis à Julien. Quand il serra la main de Julien, il la retint une seconde de plus. « Merci, monsieur Morel, pour votre expertise et pour votre franchise. » Le sous-entendu était clair pour tous. Puis,
Il adressa un signe de tête glacial à Robert Durand et sortit sans un autre regard pour Claire. Le directeur régional lui jeta un regard noir, lourd de reproches, avant d'emboîter le pas à son patron. Antoine attendit que les deux hommes soient dans la voiture. Il s'approcha de Claire, le visage toujours dur. « Ce que vous avez fait, j'espère au moins que ça vous servira de leçon. Le respect, madame, n'est pas une option, c'est la base de tout. Julien est l'homme le plus intègre que je connaisse. Il ne méritait pas ça. Personne ne mérite ça. » Il se détourna et rejoignit Julien qui l'attendait sur le trottoir, lui laissant la dernière parole. Julien se retourna et fit face à Claire. Ils étaient de nouveau seuls, comme au début. La boucle était bouclée, mais tout avait changé. Claire se tenait devant lui, non plus comme une juge, mais comme une accusée attendant sa sentence. « Je ne sais pas comment me faire pardonner, » dit-elle d'une voix faible, le regard fixé sur ses chaussures. « Il n'y a rien que je puisse dire. » Julien la regarda longuement. Il pensait à la solitude probable de cette femme, à la pression constante sous laquelle elle devait vivre pour maintenir un tel niveau de contrôle. Sa colère était totalement retombée. Il ne ressentait plus que de la lassitude. « Ce n'est pas à moi de vous pardonner, dit-il doucement. Vous ne m'avez rien fait, à moi, Julien Morel l'investisseur. Vous avez blessé un homme qui voulait juste faire un cadeau à sa sœur. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Le problème n'est pas l'erreur que vous avez commise, mais le système de valeurs qui l'a rendu possible. Ce regard qui trie, qui classe, qui juge en une seconde. C'est contre ça qu'il faut se battre. C'est à vous-même que vous devez pardonner, mais seulement si vous êtes prête à changer ce regard. Pas pour moi, pour tous les autres qui passeront cette porte et qui n'auront pas la chance de revenir avec un autre costume. » Sur ces mots, il sortit la petite feuille de poirier de la poche de son blazer. L'objet, si simple et si humble, semblait irradier une étrange chaleur dans la lumière froide de la bijouterie. « Voilà ce que j'étais venu chercher, » dit-il en la posant délicatement sur le comptoir en marbre. « L'intention, pas le prix, je vous le laisse, voyez-le comme un rappel. » Puis sans un mot de plus, il se détourna et franchit les portes automatiques, laissant Claire seule avec le silence, ses larmes et le minuscule morceau de bois sculpté qui venait de mettre en pièces le monde qu'elle s'était construit. Elle le fixa longuement, cet objet d'artisan qui valait, à cet instant, bien plus que tous les trésors enfermés dans ses vitrines. Après le départ de Julien, Claire resta figée pendant ce qui lui sembla une éternité. Les sons de la boutique reprirent peu à peu, timides, comme après le passage d'une tempête. Un téléphone sonna au loin. Une vendeuse répondit d'une voix mal assurée. La vie, malgré tout, continuait. Mais pour Claire, un point de rupture avait été atteint. Le petit pendentif en bois de poirier était là, posé sur le marbre noir, un îlot de chaleur et d'authenticité au milieu d'un océan de froide perfection. C'était un objet minuscule, mais son poids symbolique était immense. Il était la preuve matérielle de son échec, de son aveuglement. Elle s'approcha lentement du comptoir. Ses doigts, habituellement si assurés, tremblaient légèrement lorsqu'elle le prit. La surface du bois était incroyablement douce, presque vivante. Elle sentait le soin, les heures de travail patient qui avaient été nécessaires pour le créer. Ce n'était pas un produit, c'était une offrande, et elle avait balayé cette intention avec un mépris total. Les derniers mots de Julien résonnaient en elle. C'est contre ce regard qui trie qu'il faut se battre. La honte qui l'avait submergée plus tôt commençait à se transformer en quelque chose de différent. Une forme d'introspection douloureuse, mais nécessaire. Elle repensa à son propre parcours. Fille d'ouvrier, elle avait grandi dans une banlieue grise où le luxe n'existait que dans les magazines. Elle avait travaillé 2 fois plus dur que les autres, étudié le soir après ses petits boulots, supporté les moqueries sur son accent, ses vêtements. Elle s'était construite une carapace, une armure de professionnalisme et de rigueur, pour prouver qu'elle était à sa place, qu'elle méritait sa position. Mais à quel prix? En voulant si désespérément appartenir à ce monde, n'était-elle pas devenue pire que ceux qui l'avaient jadis méprisée? N'était-elle pas devenue le cerbère intransigeant d'une porte qu'on lui avait autrefois fermée au nez? La porte de son bureau s'ouvrit doucement. C'était Manon, la jeune vendeuse qu'elle avait réprimandée la veille pour une simple trace de doigt.
La jeune femme tenait une tasse de thé à la main. « Madame Besson, je me suis dit que ça vous ferait peut-être du bien. » Il y avait de la pitié dans son regard, mais aussi une forme de sollicitude sincère. Normalement, Claire aurait refusé, considérant cela comme une familiarité déplacée. Mais aujourd'hui, elle n'en eut pas la force. « Merci, Manon, dit-elle d'une voix à peine audible en acceptant la tasse. Ce simple geste, cette petite attention inattendue de la part de l'une de ses subalternes, fissura un peu plus sa carapace. Les larmes qu'elle avait réussi à contenir après le départ de ses supérieurs revinrent. Mais cette fois, elles étaient différentes, moins égoïstes. Elle ne pleurait plus sur sa carrière en ruine, mais sur la personne qu'elle était devenue. La fin de la journée fut longue et pesante. Chaque client qui entrait était pour elle une épreuve. Elle s'efforçait de leur sourire, mais elle se sentait hypocrite. Dans chaque regard, elle croyait déceler un jugement. À 19 heures, lorsque les derniers employés furent partis, elle se retrouva seule dans la boutique silencieuse et sombre. Les spots éteints, les bijoux dans les vitrines ressemblaient à des éclats de glace sans âme. La boutique n'était plus son royaume, c'était sa prison. Son téléphone vibra. C'était un email de Robert Durand. Le message était laconique et brutal. « Rendez-vous dans mon bureau demain matin, 9 heures. Soyez ponctuel. » C'était tout. Le ton ne laissait planer aucun doute. C'était une convocation pour un licenciement. La perspective, qui l'aurait terrifiée 24 heures plus tôt, la laissait maintenant étrangement calme. C'était la conséquence logique de ses actes. Peut-être était-ce même souhaitable. Peut-être avait-elle besoin de cet électrochoc pour se reconstruire, loin de cet univers factice. Elle serra le pendentif en bois dans sa main et prit une décision. Au lieu de rentrer chez elle pour ruminer son angoisse, elle sortit de la boutique et prit la direction d'un quartier qu'elle évitait depuis des années, celui de son enfance. Elle gara sa voiture de luxe dans une rue où elle détonnait et marcha sous les lampadaires à la lumière orangée. Rien n'avait vraiment changé, les façades grises, les petits commerces, l'odeur de pain chaud qui s'échappait d'une boulangerie de nuit. Elle passa devant le petit appartement où elle avait grandi. Par la fenêtre, elle aperçut une famille attablée, riant autour d'un dîner simple. Un sentiment de nostalgie la submergea. Elle repensa à son père, un homme simple et droit qui lui avait toujours dit « Claire, la seule chose qui compte, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir le matin. Le reste, c'est du vent. » À quel moment avait-elle oublié ces paroles? À quel moment avait-elle commencé à croire que le reflet important était celui que renvoyaient les vitrines luxueuses de la rue Montbrun et non celui de sa propre conscience? Assise sur un banc froid dans le petit square où elle jouait enfant, elle ouvrit sa main. Le pendentif de Julien semblait capter la faible lueur du réverbère. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas de sa carrière, ni de Monsieur de Véron, ni même de Julien Morel. Il s'agissait d'elle, de Claire Besson. Elle avait atteint le sommet de la montagne qu'elle s'était fixée, mais elle s'était rendue compte qu'elle était seule, dans un air glacial, et qu'elle avait perdu de vue le chemin parcouru. Peu importe ce qui arriverait demain dans le bureau de Robert Durand. Une chose était certaine, la femme qui y entrerait ne serait plus tout à fait la même que celle qui avait congédié un homme à cause de son manteau. Elle avait été démasquée, brisée, mais dans cette brisure, une petite lumière commençait enfin à poindre, la possibilité d'un renouveau. Un renouveau bien plus authentique que celui vendu par la collection Éclosion en platine et diamant. Dans la voiture qui s'éloignait de la rue Montbrun, le silence était aussi dense qu'un brouillard d'hiver. Antoine, cramponné au volant, avait les traits tirés par une colère rentrée. Julien, à ses côtés, regardait les gouttes de pluie tracer des sillons erratiques sur la vitre, son esprit ailleurs. C'était Antoine qui rompit le silence le premier, sa voix explosant comme une soupape sous pression. « Je n'en reviens pas, Julien. Je n'en reviens tout simplement pas. Cette femme, cette arrogance, te mettre dehors comme un malpropre. Tu aurais dû l'enfoncer, la laisser se faire licencier devant tout le monde. » C'était la moindre des choses. Julien se tourna lentement vers son ami. Il vit la loyauté et l'indignation sincère dans ses yeux, et cela le toucha. « Et ça aurait changé quoi, Antoine ?» demanda-t-il calmement. « Ça m'aurait rendu ma dignité ? Non.
La vengeance, ça ne m'intéresse pas. C'est un plat qui empoisonne celui qui le mange. Mais enfin, un peu de justice, rétorqua Antoine, heurtant le volant du plat de la main. Ce qu'elle a fait est inadmissible. Ce genre de personne ne devrait pas avoir le pouvoir de traiter les gens de la sorte. Tu as raison, admit Julien. Mais aujourd'hui, elle a perdu bien plus qu'un simple poste. Je crois qu'elle a perdu ses certitudes. Je ne l'ai pas regardée avec colère à la fin. J'ai vu quelqu'un de perdu. Une femme qui a construit une forteresse si haute pour se protéger qu'elle a fini par s'y emprisonner elle-même. Son propre regard est son pire geôlier. Ce n'est pas à moi de la punir. La vie s'en est déjà chargée d'une manière assez spectaculaire. Antoine secoua la tête, toujours partagé entre l'admiration pour la sagesse de son ami et le désir de voir une punition plus concrète. Tu es trop bon, Julien. Vraiment. Mais dis-moi, c'est pour ça que tu étais si bizarre au téléphone mardi soir. C'était ça ton histoire personnelle? Julien hocha la tête. J'étais juste allé chercher un cadeau pour Élise. Tout est parti de là. Ah! Le nom d'Élise sembla dissiper la tension dans l'habitacle. Il ramenait tout à l'essentiel. « Comment va-t-elle » demanda Antoine plus doucement. « Elle va mieux. Elle est fatiguée, mais elle est chez elle. C'est tout ce qui compte. D'ailleurs, tu peux me déposer chez elle. Je ne lui ai toujours pas donné son cadeau. » 20 minutes plus tard, Julien montait les escaliers d'un petit immeuble du quartier de la Croix-Rousse. L'odeur de la cire d'abeille et de la soupe de légumes qui flottait dans le couloir était un baume apaisant, après la fragrance stérile et chimique de la bijouterie. Élise lui ouvrit. Elle était plus mince que dans ses souvenirs, et une pâleur était encore visible sous ses pommettes, mais son sourire, lui, avait retrouvé toute sa lumière. Elle se jeta dans les bras de son frère dans une étreinte qui se voulait forte, mais qui trahissait encore sa fragilité. « Te voilà enfin !» dit-elle en s'écartant. « Je commençais à m'inquiéter. Alors, cette grande réunion, tu as impressionné tous ces gens en costume ?»« On peut dire ça, » répondit Julien avec un sourire énigmatique. « Mais ce n'est pas le plus important. J'ai quelque chose pour toi, pour fêter ton retour à la maison. » Il sortit de la poche intérieure de son blazer une petite boîte qu'il avait fabriquée en chêne clair. Élise la prit avec curiosité, ses doigts fins caressant le bois doux. Elle l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, sur un lit de feutrine sombre, reposait le pendentif en feuilles de poirier. Élise eut le souffle coupé. Elle ne dit rien pendant un long moment, se contentant de contempler l'objet. Ses yeux, du même bleu clair que ceux de son frère, s'embuèrent. Elle leva son regard vers Julien. « C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'émotion. Julien hocha simplement la tête. « Il est magnifique, Jus. Il est vivant. » Elle prit le pendentif entre ses doigts et le porta à sa joue. « Il est chaud. C'est 1000 fois plus beau que tous les diamants du monde. » Elle se leva et tendit le collier à son frère. « Aide-moi à le mettre. » Julien s'exécuta, ses mains calleuses, attachant avec une délicatesse surprenante le fin cordon de cuir derrière le cou de sa sœur. La petite feuille de bois reposait juste au creux de sa gorge, comme si elle venait de tomber d'un arbre pour se poser là. Elle s'harmoniserait parfaitement avec sa peau, devenant une partie d'elle. Elle se regarda dans le petit miroir de l'entrée. Un sourire radieux illumina son visage fatigué. « Merci », murmura-t-elle en se retournant pour l'embrasser. « C'est le plus beau cadeau que l'on m'ait jamais fait. » Assis sur le canapé usé, une tasse de thé fumant entre les mains, Julien regardait sa sœur bouger dans l'appartement, le pendentif dansant légèrement à son cou. Le souvenir de la boutique, de la gérante, du mépris, tout cela lui paraissait maintenant incroyablement lointain et insignifiant. Il avait été chassé d'un faux écrin pour retrouver le vrai. La véritable richesse n'était pas dans le platine et les pierres précieuses, elle n'était pas dans un contrat juteux ou dans le respect craintif des directeurs. La véritable richesse était là, dans ce petit appartement chaleureux, dans le sourire retrouvé de sa sœur, dans la certitude silencieuse qu'un objet fait avec amour aura toujours plus de valeur qu'un objet fait pour être vendu. Il se sentit enfin en paix. La journée avait été une épreuve, mais elle s'achevait sur la seule chose qui comptait vraiment. Le lendemain matin, à 9h moins 5, Claire Besson franchit les portes du siège régional du groupe Véron.
Le hall, tout en marbre et en laiton, aurait dû lui paraître familier, presque comme une extension de sa propre boutique. Mais aujourd'hui, elle s'y sentait comme une étrangère. Chaque pas sur le sol poli résonnait comme un coup de maillet. Elle avait choisi sa tenue avec un soin tout particulier, un tailleur simple, de couleur neutre, ni ostentatoire ni négligé. Une tenue pour s'effacer. Elle n'avait plus d'armure. Elle venait désarmée, prête à accepter son sort. La nuit avait été blanche. Non pas passée à craindre son entretien, mais à réfléchir. Le petit pendentif en bois posé sur sa table de chevet. Il était devenu une sorte de totem, le catalyseur d'un examen de conscience impitoyable. Lorsqu'elle fut introduite dans le bureau de Robert Durand, celui-ci n'était pas seul. Assis dans un des fauteuils en cuir faisant face au bureau, M. de Véron l'attendait. Sa présence, inattendue, changea complètement la dynamique de la rencontre. Ce ne serait pas un simple entretien de licenciement avec un supérieur hiérarchique direct. Ce serait un jugement final, rendu par la plus haute autorité. Claire salua d'un signe de tête, la gorge sèche. « Asseyez-vous, Madame Besson », dit Durand d'un ton glacial, lui désignant le second fauteuil. Il resta debout, en retrait, laissant manifestement la parole au président. Monsieur de Véron l'observa un long moment en silence, ses doigts fins tapotant un rythme lent sur le bras de son fauteuil. Claire soutint son regard, sans défiance, mais avec une résignation calme. « J'ai eu une longue conversation avec Monsieur Durand ce matin, » commença enfin le vieil homme. « Et nous avons examiné votre dossier, 7 années de service, des performances commerciales exceptionnelles. Vous avez hissé la boutique de la rue Montbrun au rang d'icône régionale. Une loyauté à l'entreprise qui semblait sans faille. » Il marqua une pause. « Et pourtant, en l'espace de quelques minutes, mardi, vous avez anéanti tout cela. »« Je sais, monsieur, » répondit Claire, sa voix étonnamment stable. « Je ne cherche aucune excuse. Mon comportement a été une honte pour les valeurs que votre maison prétend incarner. » Monsieur de Véron sembla surpris par le calme de sa réponse. Il s'attendait peut-être à des supplications, à des tentatives de justification. « Robert, ici présent, préconise votre licenciement immédiat pour faute grave. Une décision que, dans 99% des cas similaires, j'approuverai sans hésiter. L'image est notre capital le plus précieux, et vous y avez porté un coup terrible. » Claire hocha la tête. « Je comprends parfaitement cette position, et je l'accepte. » Ce fut à ce moment que quelque chose changea dans le regard de M. de Véron. Une étincelle de curiosité. « Dites-moi, Madame Besson, pourquoi l'avez-vous fait? Et je ne parle pas d'une excuse. Je veux comprendre la mécanique de votre jugement. Qu'avez-vous vu en regardant M. Morel entrer dans votre boutique ?» La question la prit au dépourvu. Elle s'était préparée à un verdict, pas à une analyse psychologique. Elle prit le temps de réfléchir avant de répondre, plongeant au plus profond d'elle-même pour y trouver une vérité brute. « J'ai vu un risque, » avoua-t-elle finalement. Un élément qui n'appartenait pas au décor que j'ai passé des années à perfectionner. J'ai vu une menace pour l'ordre, pour le standing que j'ai imposé. J'ai vu mes clients les plus importants se sentir mal à l'aise. Et plus profondément, je crois que j'ai vu une partie de mon propre passé que je m'efforce d'oublier. J'ai projeté sur lui la peur que j'avais moi-même ressentie autrefois, celle de ne pas être à ma place. En le rejetant inconsciemment, je me rejetais moi-même, la jeune femme que j'étais. C'était une réaction de défense, pathétique, mais c'est la vérité. Son honnêteté brutale créa un autre silence, mais celui-ci était moins hostile. Monsieur de Véron caressa son menton, son expression pensive. « Je vois », dit-il simplement. Il se leva et se dirigea vers l'immense baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur Lyon. « Ce matin, j'ai reçu un appel de Julien Morel. » Le cœur de Claire cessa de battre. C'était donc fini. Il avait dû exiger sa tête, et il était dans son bon droit. Il m'a parlé de notre projet, de ses idées pour le futur de nos boutiques. Il est brillant, vous savez, un véritable artiste. Et puis, la conversation a dérivé. Il m'a dit espérer que ma décision à votre sujet ne serait pas dictée par la colère ou la nécessité de faire un exemple. Claire n'en croyait pas ses oreilles. L'homme qu'elle avait humilié intercédait en sa faveur. Monsieur de Véron se retourna vers elle. Il m'a dit cette phrase. «
La punition la plus sévère serait de ne rien apprendre. Le plus grand service qu'on puisse lui rendre, c'est de lui donner une chance de prouver qu'elle a compris. Le président revint s'asseoir, son regard fixant intensément Claire. « Je ne crois pas beaucoup aux secondes chances, Madame Besson. Mon monde est impitoyable, mais je suis un homme d'affaires, et je sais reconnaître une ressource de valeur. Vous êtes une excellente manager, compétente, intelligente, travailleuse. Votre seule mais monumentale faille est un manque total d'empathie. Vous savez gérer des stocks, des bilans, du personnel, mais vous ne savez pas gérer des êtres humains. » Il se pencha en avant, ses yeux ne la lâchant pas. « C'est pourquoi je ne vais pas vous licencier. » Robert Durand fit un pas en avant, abasourdi, mais un geste de la main de Véron le cloua sur place. Ce serait trop simple. Vous partiriez, peut-être humilié, mais vous trouveriez un autre travail, et vous n'auriez rien appris. Non, je vais vous proposer autre chose, une mutation, loin de la rue Montbrun, loin du luxe. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger la formation de nos nouveaux vendeurs au niveau national, leur apprendre les bases, la technique, mais surtout les valeurs, le respect, l'accueil inconditionnel. Vous devrez créer de toutes pièces un programme de formation centré sur l'expérience client. Vous devrez enseigner précisément ce que vous avez si magistralement échoué à mettre en pratique. Vous devrez passer vos journées à parler d'empathie, de bienveillance, de l'importance de regarder au-delà des apparences. C'était une punition digne d'un mythe grec, une forme de supplice professionnel, l'obliger à devenir la grande prêtresse de la vertu qu'elle avait bafouée. Ce serait un rappel quotidien de son erreur, une humiliation lente et continue, mais c'était aussi une porte de sortie, une chance de rédemption. Ce sera un poste moins prestigieux, moins visible, moins payé. Il la fixa. C'est à prendre ou à laisser. La lettre de licenciement est ici, sur le bureau. Quelle est votre décision, Madame Besson? Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas de la pitié, mais une gratitude immense et inattendue. Julien Morel ne l'avait pas seulement épargné, il lui avait offert, par l'intermédiaire de ce vieux sage des affaires, un chemin pour se racheter, non pas aux yeux des autres, mais à ses propres yeux. « J'accepte, monsieur, » dit-elle sans une once d'hésitation. « Je vous remercie, et je ferai tout pour être à la hauteur de cette seconde chance. » Le retour de Claire à la boutique de la rue Montbrun, cet après-midi-là, eut la saveur amère d'un adieu. Les employés la regardèrent entrer avec une curiosité craintive. La nouvelle de sa convocation au siège avait sans doute circulé à la vitesse de la lumière. Ils s'attendaient à la voir vider son bureau dans une humiliation silencieuse. Elle était, à leurs yeux, une reine déchue, mais Claire ne se dirigea pas vers son bureau. Elle demanda à son adjointe de réunir toute l'équipe dans l'espace principal, au centre du magasin. La demande était si inhabituelle qu'elle provoqua une vague de murmures anxieux. Ils se rassemblèrent en un demi-cercle hésitant, gardant leur distance, comme si sa disgrâce était contagieuse. Claire se posta devant eux. Elle n'était pas sur une estrade, elle n'avait pas son ton cassant de manager. Elle leur faisait face en tant que collègue, en tant que femme. Elle tenait ses mains jointes devant elle, non pas dans une posture d'autorité, mais de contenance. « Je vous ai réunis pour vous annoncer mon départ, » commença-t-elle, sa voix claire et sans fioriture. « Dès ce soir, je ne serai plus la directrice de l'Écrin d'Or. » Un silence surpris parcourut les rangs. Même s'ils s'y attendaient, l'entendre formuler si directement était un choc. « Je ne vais pas vous mentir ou chercher de faux prétextes, » continua-t-elle. Et ce fut là que le ton changea, devenant plus personnel, plus vulnérable. Mon départ est la conséquence directe d'une faute professionnelle grave que j'ai commise. J'ai manqué de discernement. Et pire encore, j'ai manqué d'humanité envers un visiteur. J'ai échoué à appliquer la valeur la plus fondamentale de notre métier, le respect inconditionnel de chaque personne qui franchit notre porte. Elle balaya l'assemblée du regard, s'attardant sur chaque visage. Je sais que j'ai été dure avec vous, exigeante, parfois injuste. Je vous ai demandé une perfection mécanique, et j'ai souvent oublié de voir les personnes derrière les vendeurs. Pour cela aussi, je vous présente mes excuses. Ce que j'ai appris, de la manière la plus brutale qui soit, c'est que la vraie valeur,
ne se mesure pas en carats ou en chiffres de vente, mais dans la qualité des relations humaines que nous tissons. Manon, la jeune vendeuse, avait les yeux brillants. D'autres semblaient déconcertés par cette confession si peu caractéristique de la femme qu'ils connaissaient. La direction m'a offert un nouveau poste, conclut Claire, une opportunité de travailler sur la formation, pour que les erreurs que j'ai commises ne se reproduisent plus. J'espère que vous continuerez à faire de cette boutique un lieu d'excellence. Mais n'oubliez jamais de regarder au-delà des apparences. N'oubliez jamais qu'avant d'être des clients, ce sont des êtres humains, avec leurs histoires, leurs joies et leurs peines. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite le meilleur. Sur ces mots, elle se dirigea vers son bureau, laissant derrière elle une équipe sidérée et silencieuse. Elle passa la dernière heure à rassembler ses affaires personnelles. Il n'y en avait pas beaucoup. Quelques livres sur la gémologie, une photo encadrée de ses parents, une plante verte qu'elle oubliait souvent d'arroser. En dernier, elle prit le petit pendentif en bois de poirier, toujours posé sur son bureau, et le glissa précieusement dans une petite pochette en velours. C'était la seule chose qui comptait vraiment. Au moment de partir, son carton sous le bras, Manon s'approcha d'elle. « Madame Besson, vous allez nous manquer malgré tout. » Claire fut surprise. Elle esquissa un sourire, un vrai, cette fois, dénué de toute façade. « Prenez soin de vous, Manon, et de la boutique. » En quittant la rue Montbrun, elle ne ressentit ni tristesse, ni amertume. Juste un immense sentiment de libération. La cage dorée s'était enfin ouverte. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, l'atmosphère était radicalement différente. Dans le grand atelier de l'âme du bois, une effervescence créatrice régnait. De grandes feuilles de papier étaient étalées sur une immense table en chêne massif. Des croquis, des échantillons de bois, de métal, de résine colorée formaient un chaos joyeux et inspirant. Julien et Antoine étaient penchés sur les plans, discutant avec animation. Non, la lumière ne doit pas venir d'en haut, de manière zénitale, disait Julien en traçant des lignes sur un calque. Ça écrase, ça juge. Elle doit être diffuse, venir des côtés, du sol même. Elle doit envelopper les gens, pas les exposer. L'accueil, Antoine, tout part de l'accueil. Il faut que dès le premier pas dans la boutique, les gens sentent une chaleur, une invitation. Je suis d'accord, répondit Antoine, griffonnant des notes. On part sur des essences de bois clair, du chêne blanchi, du frêne olivier, des matières qui respirent la lumière, et on remplace tout ce marbre froid par du travertin, plus doux, plus naturel. Ils travaillaient en parfaite symbiose, l'un apportant la vision poétique, l'autre la faisabilité technique. « Au fait, » lança soudain Antoine en se redressant pour s'étirer, « des nouvelles de notre amie la directrice ? Véron l'a virée, j'espère. » « Il ne l'a pas virée, » répondit Julien sans lever la tête de son dessin. Antoine s'arrêta net. « Quoi ? Mais c'est une blague. Après ce qu'elle a fait, il l'a mutée. Elle va s'occuper de la formation des nouveaux vendeurs. » Antoine éclata d'un rire incrédule. « La meilleure, c'est comme nommer un loup pour enseigner le jardinage aux moutons. Ou alors, dit Julien relevant enfin les yeux vers son ami, c'est comme demander à quelqu'un qui a terriblement souffert du froid de concevoir le meilleur système de chauffage possible. Parfois, les plus grandes erreurs sont les meilleures leçons. J'espère sincèrement qu'elle réussira. » Antoine le dévisagea, secouant la tête avec un mélange d'exaspération et d'admiration. « Tu ne changeras donc jamais. Bon, passons. Et pour les sièges, on oublie les fauteuils en cuir rigide ? » « On oublie complètement, sourit Julien. On mettra des banquettes basses, confortables, en tissu bouclé, où les gens pourront s'asseoir côte à côte, pas face à face comme dans un interrogatoire. On veut créer de la conversation, pas de la transaction. » Ce soir-là, en quittant Lyon pour s'installer temporairement à Paris, où se trouvait le centre de formation du groupe, Claire conduisait sur l'autoroute déserte. Les lumières de la ville s'estompaient dans son rétroviseur. Son appartement minimaliste avait été vidé en quelques heures. Sa vie d'avant était dans des cartons, sur le siège passager, son sac à main et à l'intérieur, la petite pochette en velours. Elle avait un avenir incertain, un défi immense. Mais pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus seule. Elle avait emporté avec elle une leçon, un rappel.
un petit morceau de bois sculpté qui lui murmurait qu'il n'était jamais trop tard pour changer de regard. 6 mois s'écoulèrent. 6 mois durant lesquels 2 trajectoires, autrefois opposées, s'étaient mises à évoluer en parallèle, chacune tendue vers une forme de reconstruction. Pour Claire, Paris fut un choc. La ville anonyme et trépidante était à l'opposé de l'univers ordonné et prévisible de sa boutique lyonnaise. Son nouveau bureau était petit, fonctionnel, impersonnel, situé dans un immeuble de verre et d'acier du quartier de la Défense. C'était une rétrogradation visible, un rappel constant de sa faute. Ses nouveaux collègues la traitaient avec une politesse distante, connaissant son histoire par le biais des rumeurs qui avaient inévitablement circulé. Ils voyaient en elle la femme qui avait failli être licenciée. Durant les premières semaines, Claire lutta contre le découragement. Elle passait ses journées à analyser les modules de formation existants, des documents froids et techniques axés sur les protocoles de vente, la sécurité et la connaissance des produits. L'humain en était totalement absent. Le soir, elle rentrait dans son petit appartement meublé et le silence n'était rompu que par les bruits de la ville. Souvent, son regard se posait sur le pendentif en bois de poirier qu'elle avait installé sur un simple socle sur sa commode. Certains soirs, elle le prenait dans ses mains. C'était son point de repère, son encre. Le contact doux du bois lui rappelait la conversation avec M. de Véron et le défi qu'il lui avait lancé. Plutôt que de sombrer, elle décida de prendre ce défi à bras-le-corps. Elle se plongea dans des ouvrages sur la psychologie de la vente, la communication non verbale, l'intelligence émotionnelle. Elle se remémora chaque interaction dont elle avait été témoin rue Montbrun. L'arrogance de certains clients, la timidité des autres, la joie sincère d'un jeune couple choisissant une bague de fiançailles, la tristesse d'une femme cherchant un bijou en souvenir d'un être cher. Elle réalisa qu'elle avait toujours vu ses émotions comme des distractions, des variables parasites dans une équation commerciale. Elle comprenait maintenant qu'elles en étaient le cœur. Armée de cette nouvelle compréhension, elle se mit au travail. Elle démantela l'ancien programme de formation pour en bâtir un entièrement nouveau. Elle l'intitula « L'art de l'accueil », voir au-delà du visible. Elle y introduisit des modules sur l'écoute active, la lecture des signaux émotionnels, la gestion des clients intimidés ou difficiles. Elle inventa des jeux de rôle où les futurs vendeurs devaient deviner l'histoire ou le besoin d'un personnage joué par un acteur, sans aucune information sur son budget. Son credo devint la phrase de Julien « Avant d'être des clients, ce sont des êtres humains ». Peu à peu, ses collègues commencèrent à changer de regard sur elle. Ils voyaient son acharnement, la passion qu'elle mettait dans son projet. La femme glaciale et arrogante des rumeurs laissait place à une professionnelle déterminée et étonnamment perspicace. Robert Durand, qui avait reçu ses premières ébauches, l'appela, non sans une pointe de surprise dans la voix, pour la féliciter de la pertinence de son approche. Lentement, douloureusement, Claire commençait à se rebâtir une légitimité fondée non plus sur la performance, mais sur le sens. Pendant ce temps, à Lyon, le projet de l'âme du bois avançait à grands pas. La boutique de la rue Montbrun avait été fermée pour 3 mois de travaux. Ce fut une transformation radicale. Julien et Antoine supervisaient chaque détail. Les murs en marbre froid furent remplacés par des panneaux de chêne clair et des murs texturés à la chaux. Les éclairages agressifs laissèrent place à un système complexe de lumières indirectes et de spots discrets qui donnaient l'impression que les bijoux flottaient dans une lumière douce et naturelle. Le comptoir central fut remplacé par plusieurs îlots aux formes organiques, invitant les clients à circuler librement. Les fauteuils rigides disparurent au profit de petits coins salons chaleureux. Julien avait insisté pour qu'un véritable artisanat soit visible. Le veinage du bois sur les présentoirs, la texture de la pierre naturelle, le tissage des tissus d'ameublement. L'idée était de créer un dialogue entre le travail de la nature, la main de l'homme et la perfection des bijoux. La boutique ne vendait plus seulement des objets précieux. Elle racontait une histoire de beauté et d'authenticité.
Un jour, alors que Julien inspectait la pose d'un présentoir qu'il avait lui-même conçu, M. de Véron vint visiter le chantier, sans prévenir. Il déambula dans l'espace en cours de métamorphose, touchant les matériaux, observant les jeux de lumière, sans dire un mot. Julien l'attendait, un peu anxieux. Finalement, le vieil homme s'arrêta au centre de la boutique et se tourna vers lui. « C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé, monsieur Morel, » dit-il, une lueur d'admiration dans les yeux. « Vous n'avez pas simplement redécoré un magasin, vous lui avez donné une âme. »« C'était le but, » répondit Julien avec un sourire. « À ce propos, » continua M. de Véron, sortant un rapport de sa mallette, « j'ai ici les premières ébauches du nouveau programme de formation de Madame Besson. Je pensais que cela pourrait vous intéresser. Le contenant et le contenu doivent être en parfaite harmonie. » Julien prit le document avec surprise et commença à le feuilleter. Il reconnut immédiatement la philosophie qui sous-tendait les textes. Il lut les titres des chapitres, l'empathie comme premier outil de vente, de la transaction à la relation, chaque visiteur est un invité. Et puis il tomba sur une phrase, mise en exergue en introduction. « Souvenez-vous qu'un simple manteau usé peut cacher le cœur le plus généreux. Notre rôle n'est pas de juger la couverture, mais de lire avec respect les premières pages du livre qui s'ouvrent à nous. » Un sentiment étrange le parcourut, un mélange de surprise, de satisfaction et d'une forme de pardon qu'il n'avait pas cherché, mais qui s'imposait à lui. Il leva les yeux vers M. de Véron. « Il semblerait, dit-il lentement, que nous soyons en train de reconstruire cette maison ensemble, chacun à sa manière. » « Précisément, » répondit le vieil homme avec un fin sourire, « et c'est exactement ce que j'avais espéré. » La soirée d'inauguration de la nouvelle boutique de la rue Montbrun fut l'événement le plus couru de la saison lyonnaise. Ce n'était plus simplement une réouverture, c'était une renaissance. L'invitation, imprimée sur un carton texturé rappelant le grain du bois, parlait d'une nouvelle expérience. Et la promesse était tenue. Dès l'entrée, les invités n'étaient plus accueillis par une atmosphère de perfection glaciale, mais par une chaleur enveloppante. La lumière douce et dorée semblait émaner des murs eux-mêmes. Le parfum subtil du cèdre et du lilas blanc avait remplacé la fragrance synthétique d'autrefois. Une musique instrumentale douce flottait dans l'air, et les conversations n'étaient plus des murmures feutrés, mais des éclats de voix animés et joyeux. Les invités ne se déplaçaient plus en silence le long des vitrines, comme dans un musée, mais déambulaient entre les îlots de présentation, s'asseyaient sur les banquettes en tissu, un verre à la main, touchant les bijoux exposés sur des socles en bois flottés et en ardoise brute. La boutique était devenue un lieu de vie. Claire Besson était là. Monsieur de Véron avait personnellement insisté pour qu'elle vienne. Elle s'était sentie anxieuse à cette idée, craignant de se sentir comme un fantôme revenant hanter les lieux de son crime. Mais en franchissant le seuil, cette angoisse s'était dissipée. Ce n'était plus sa boutique. C'était un lieu entièrement nouveau qu'elle découvrait pour la première fois. Ce n'était pas la nostalgie qu'elle ressentait, ni même le regret. C'était quelque chose de plus proche de l'émerveillement. Elle voyait l'incarnation physique de la philosophie qu'elle s'efforçait désormais d'enseigner. Elle comprenait viscéralement le sens des mots de Julien. Un écrin, pas un coffre-fort. Elle se tenait un peu en retrait, observant la scène lorsqu'elle le vit. Julien Morel, entouré d'un petit groupe d'admirateurs, expliquait avec sa modestie habituelle le choix d'une essence de bois particulière. Il ne portait pas un blazer impeccable cette fois, mais une simple chemise de bonne facture, les manches retroussées, comme s'il était encore dans son atelier. Il semblait parfaitement à sa place, rayonnant d'une assurance tranquille. Leurs regards se croisèrent par-dessus les têtes. Il lui adressa un léger signe de tête, un sourire discret, avant de s'excuser auprès de son auditoire pour la rejoindre. « Bonsoir, Madame Besson », dit-il en s'approchant. Il n'y avait aucune gêne dans sa voix. « Bonsoir, Monsieur Morel. Appelez-moi Claire, je vous en prie. » C'était la première fois qu'elle prononçait son propre prénom dans un contexte professionnel sans le sentir comme une armure. « Claire », répéta-t-il doucement. « Que pensez-vous de la transformation ?» Elle laissa son regard errer sur l'espace vibrant de vie. « Je pense que vous n'avez pas seulement rénové une boutique, vous lui avez donné ce qui lui a toujours manqué, une âme. C'est magnifique, c'est juste. »
Je n'ai fait que la partie visible, répondit Julien. J'ai lu votre programme de formation. Ce que vous avez écrit, les valeurs que vous y défendez, c'est ça, la véritable fondation. Sans cela, ces murs ne seraient que du bois et de la pierre. L'éloge, sincère et inattendu, toucha profondément Claire. J'ai eu une bonne source d'inspiration, dit-elle avec un sourire teinté de mélancolie. Sa main se glissa dans la poche de sa veste et en ressortit la petite pochette de velours. Elle l'ouvrit et montra le pendentif en bois de poirier. « Je le garde avec moi, tout le temps. C'est mon rappel. » Julien regarda l'objet dans la paume de sa main. Le bois avait pris une patine légèrement plus foncée, polie par le contact répété de ses doigts. « Vous savez, Julien, » elle avait du mal à trouver ses mots. Ce jour-là, dans le bureau de M. de Véron, je pensais que ma vie était terminée. Mais j'avais tort. C'est ce jour-là qu'elle a commencé. J'étais devenu une caricature, une version rigide et vide de moi-même. En me faisant tomber, vous m'avez en réalité permis de me relever. Ce n'est pas qu'une boutique que vous avez transformée. C'est ma vie. Et pour ça, je ne sais pas comment vous remercier. Les mots étaient sortis d'un trait, un flot de gratitude retenu pendant des mois. Julien fut visiblement touché. Il la regarda avec une empathie sincère. Nous avons tous notre propre bois à sculpter, Claire. Le mien, ce sont les planches dans mon atelier. Le vôtre, c'était vous-même, le travail le plus difficile qui soit. Vous n'avez pas à me remercier. Vous avez fait tout le chemin seul. C'est à cet instant qu'une jeune femme au sourire lumineux s'approcha et passa un bras sous celui de Julien. Elle portait une robe simple, qui mettait en valeur le petit pendentif en bois qui reposait au creux de son cou. C'était Élise. « Je te cherchais. Monsieur de Véron veut te présenter aux critiques d'art du Figaro. » Elle se tourna vers Claire avec un sourire amical. « Bonsoir, je suis Élise, la sœur de Julien. » Claire sentit son cœur se serrer. Le visage de la jeune femme était radieux. Elle voyait devant elle la finalité de toute cette histoire, la raison pour laquelle un homme au manteau trempé était entré un jour de pluie dans sa boutique. Ce n'était pas un concept, un client anonyme. C'était ce frère, voulant apporter un peu de beauté et d'espoir à cette sœur. Son regard se posa sur le pendentif d'Élise, puis sur celui qu'elle tenait dans sa propre main. Deux objets identiques et pourtant si différents. L'un était un symbole de réconfort et d'amour fraternel. L'autre, un symbole de honte transformé en rédemption. « Je suis enchantée, Élise, » réussit à dire Claire. « Votre frère est un homme extraordinairement talentueux. Et bon. » En prononçant ces mots, elle sut qu'elle avait enfin bouclé la boucle. L'humiliation, la colère, la peur, tout cela s'était dissous pour ne laisser place qu'à une profonde sérénité. Elle n'était plus définie par son erreur, elle était définie par ce qu'elle en avait fait. Elle rendit le pendentif à Julien. « Gardez-le, c'était le vôtre, après tout. » Julien secoua la tête. « Non, son histoire est maintenant liée à la vôtre. C'est votre rappel, comme vous l'avez dit. » Claire hocha la tête, referma la pochette et la rangea. Le poids dans sa poche lui semblait plus léger, désormais. C'était un fardeau devenu talisman. « Je vais vous laisser, » dit-elle. « J'ai un train à prendre pour Paris. Une nouvelle session de formation commence demain matin. » Elle leur adressa un dernier sourire, un sourire vrai et apaisé, puis se fraya un chemin à travers la foule et sortit dans la nuit lyonnaise. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait où elle allait. Un an plus tard, un soleil printanier filtrait à travers la grande verrière de l'atelier de Julien, projetant des losanges de lumière dansante sur des nuages de sciure en suspension. L'air sentait le chêne fraîchement raboté, le café fort et la quiétude. L'atelier avait un peu grandi, s'étendant sur l'entrepôt voisin, mais son âme était restée intacte. C'était toujours un sanctuaire de créativité, un lieu où la patience était la vertu cardinale. Julien n'était plus seul. À côté de lui, un jeune apprenti de 18 ans, Léo, ponçait avec une concentration intense un petit morceau d'olivier. Léo venait d'un quartier difficile, un de ces jeunes que le système scolaire avait abandonné en cours de route. Julien l'avait pris sous son aile il y a quelques mois, décelant en lui une sensibilité et une dextérité brute qui ne demandaient qu'à être guidées. « Doucement, Léo, » dit Julien, sa voix douce mais ferme. « N'appuie pas. Laisse le grain du papier faire le travail.
Tu ne te bats pas contre le bois, tu danses avec lui. Écoute ce qu'il te dit. » Le jeune homme relâcha sa pression, le visage empreint d'une application presque religieuse. Un sourire de satisfaction se dessina sur ses lèvres quand il sentit la surface devenir lisse, comme de la soie sous ses doigts. La sonnette de la porte retentit, et quelques instants plus tard, le facteur déposa une petite pile de courrier sur le seuil. Julien alla la chercher, triant les factures et les publicités d'un geste distrait. Mais une carte postale attira son attention. Elle venait de Bordeaux. La photo représentait la façade d'une bijouterie. Une façade lumineuse, ouverte sur la rue, où des lignes courbes de bois clair invitaient le regard à entrer. C'était la dernière née des boutiques du groupe Véron. La première à avoir été entièrement conçue dès le départ, selon les nouveaux plans. Julien retourna la carte. L'écriture était fine, élégante et assurée. Il reconnut immédiatement la signature. C'était celle de Claire. Au même moment, à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans un centre de formation lumineux près de Paris, Claire Besson se tenait devant une quinzaine de jeunes recrues. Elle ne portait plus de tailleur strict, mais un pantalon fluide et un chemisier de soie. Sa posture était toujours droite, mais elle n'était plus rigide. Elle était détendue, ouverte. Elle arpentait la pièce, son regard allant de l'un à l'autre avec une chaleur et un intérêt sincère. « Qui peut me donner la règle d'or? La toute première, celle qui précède toutes les autres ?» demanda-t-elle. Une jeune femme leva timidement la main. « Connaître son produit, madame? C'est important, » répondit Claire avec un sourire encourageant. « Mais ce n'est pas la première. » Un autre essaya. « Savoir identifier le budget du client? Surtout pas, » rétorqua Claire, son sourire s'élargissant. « Vous n'êtes pas des scanners de compte en banque, vous êtes des passeurs d'histoire. » Elle s'arrêta au centre de la salle et le silence se fit. Il y a quelques années, une directrice de boutique très performante, très sûre d'elle, a vu entrer un homme. Il portait un vieux manteau, il était mal rasé, il semblait pauvre. La directrice, obsédée par l'image parfaite de sa boutique, l'a mis à la porte sans même lui laisser une chance de parler. Elle a jugé le livre à sa couverture. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet homme n'était pas seulement un client potentiel. C'était aussi le créateur qui allait transformer l'avenir de toute l'entreprise. Cette directrice, en voulant protéger son petit royaume, a failli tout perdre. Mais surtout, elle a perdu une partie de son humanité ce jour-là. Elle laissa l'histoire infuser. Les visages des jeunes gens étaient captivés. « La règle d'or, » dit-elle d'une voix plus basse, chargée d'une émotion palpable, « est simple. Ne jugez jamais, jamais. Chaque personne qui franchit cette porte, qu'elle porte un manteau usé ou un costume à 1000 €, est votre invité d'honneur. Votre rôle n'est pas de vendre. Votre rôle est d'accueillir, d'écouter, de comprendre. Parce que parfois, le plus petit des cadeaux cache la plus grande des histoires d'amour, et c'est un honneur d'en faire partie. » Elle se tut. On aurait pu entendre une mouche voler. La leçon n'était pas théorique, elle était incarnée. Elle venait du cœur. Claire Besson avait transformé sa plus grande honte en sa plus grande force. Un témoignage. Dans son atelier lyonnais, Julien finit de lire les quelques lignes sur la carte postale. « Julien, je suis passé voir notre travail. L'écrin est enfin digne des trésors qu'il contient. Pas seulement ceux en vitrine. Merci, Claire. » Il resta un long moment à contempler la carte, la photo de la boutique d'un côté, le message de l'autre. Deux facettes d'une même histoire. Une histoire de transformation. Celle d'un lieu, mais surtout celle des gens. Il leva les yeux et vit Léo, qui avait fini son ponçage et tenait sa petite sculpture avec une fierté immense. Il l'avait transformée en un oiseau aux ailes déployées, prêt à prendre son envol. Léo lui adressa un sourire timide, mais radieux, celui de quelqu'un qui venait de découvrir sa propre valeur. Julien lui rendit son sourire, le cœur en paix. Il pensa à sa sœur qui s'épanouissait dans son nouveau travail de fleuriste. Il pensa à Claire qui façonnait des vendeurs à son image renouvelée. Il pensa à ce jeune garçon qui apprenait à sculpter ses rêves. Et il comprit que le plus précieux des trésors n'était pas celui qu'on pouvait enfermer dans un coffre-fort ou exposer dans une vitrine. C'était celui, immatériel et infini, que l'on pouvait partager, la gentillesse.